Je vais vous résumer ce livre, Activez votre nerf vague, ou dit autrement, des routines santé contre le stress, l'inflammation, les troubles digestifs, les maladies auto-immunes, etc. C'est une édition de 2020 de 181 pages. Le docteur Nawaz Habib est un spécialiste de la médecine fonctionnelle et de la stimulation du nerf vague par les modifications des modes de vie. Après avoir dû lui-même faire face à différents problèmes de santé, il a consacré sa carrière à s'attaquer aux causes profondes de l'inflammation, des problèmes auto-immuns et des troubles du métabolisme. Il est à la fois docteur en chiropraxie et praticien certifié en médecine fonctionnelle. Dans la préface du docteur David Hoare, auteur de la cohérence cardiaque 365, comme il dit, dont le titre aurait pu être une autre façon d'activer son nerf vague, il nous dit que c'est aussi le livre qu'il aurait aimé écrire, car il est dans la lignée de ce qu'il enseigne et de ce qu'il écrit. Toute pratique de santé naturelle passe en général par une activation du nerf vague, l'un des agents essentiels à la bonne santé. En avant-propos, l'auteur nous dit qu'une santé florissante, c'est quelque chose qui se construit. Le livre propose très précisément, d'une manière simple, pratique et quantifiable, comment y arriver. Et on ne doit pas se laisser tromper par l'apparente simplicité des conseils qu'il contient. Comme Léonard de Vinci a dit, la simplicité est la sophistication suprême. Ce livre vous fournit une clé vers la guérison, mais vous seul pouvez faire le travail présenté dans les pages qui suivent. Personne ne peut le faire à votre place. Voici la table des matières. Dans la première partie, on va parler de bases scientifiques sur le nerf vague, ce que c'est, un peu son anatomie et son fonctionnement. Puis dans la deuxième partie, nous verrons tout ce qui est dysfonctionnement du nerf vague et ce que cela peut apporter en termes de ressenti. Et enfin, en troisième partie, des exercices et des conseils pour pouvoir activer ce nerf vague, le faire travailler. En introduction, on se plonge un peu dans des fonctionnements inconscients. Par exemple, aujourd'hui, votre cœur va battre environ 100 000 fois et nous allons respirer environ 23 000 fois. Et notre sang va parcourir tout notre corps 3 fois par minute. Tout ça fonctionne sans que l'on s'en rende compte et sans qu'on le commande. C'est notre système nerveux autonome qui nous permet ça. Et pour vivre à plein, tout individu doit bénéficier d'un équilibre entre les deux branches du système nerveux autonome, le sympathique, pédale d'accélérateur, et le parasympathique, pédale de frein. Nous voici dans la partie 1 avec le nerf vague et ses bases scientifiques. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors tout d'abord, vous pourrez voir ma vidéo sur le système nerveux en 3D pour vous rappeler les bases du fonctionnement des neurones, des nerfs et de leur constitution. Déjà, pourquoi appelle-t-on nerf vague ? Et ce terme vague est dérivé d'un mot latin qui signifie à la fois errant et vagabond, et dans une moindre mesure incertain et imprécis. C'est en raison de sa nature généraliste du nerf vague que les anatomistes et les chercheurs ont souhaité lui attribuer ce qualificatif. Un peu d'anatomie maintenant. C'est le nerf le plus long. Les signaux provenant des organes internes et notamment de l'estomac, des intestins, des poumons, du cœur, du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas et de la rate sont acheminés via le nerf vague vers le cerveau pour y être traités. Et notre organisme peut également envoyer des signaux directement à ces organes via le nerf vague. Comme on peut voir ici, sans trop rentrer dans le détail, ce nerf est très long et il va aller innerver des parties sensitives au niveau des muscles du larynx par exemple, des parties au niveau des poumons, du cœur, du plexus cœliaque et toute la partie intestinale. Nous avons des ramifications au niveau du cou, par exemple certaines vont se retrouver au niveau du plexus cardiaque et ces fibres vont contrôler l'activité électrique qui permet au cœur de battre. Au niveau du thorax, parmi tous les organes qui sont innervés par le nerf vague, il y en a un qui est souvent négligé, le thymus, qui est un organe clé du système immunitaire. Au niveau de l'abdomen, le nerf vague innerve tous ces organes et ceux-ci jouent un rôle essentiel dans la digestion et dans le contrôle du système immunitaire. Le premier rameau innerve l'estomac avec des problèmes potentiels au niveau de l'hypochloridrie. Le deuxième rameau au niveau du foie, et c'est cette partie qui va être fortement liée aux sensations de faim quant à l'appétit pour certains types de nutriments. Mais aussi le nerf vague transmet au cerveau les informations sur l'équilibre glycémique sanguin, la consommation de matière grasse et le fonctionnement hépatique global. Le troisième rameau rejoint le pancréas, et les signaux du pancréas vers le tronc cérébral vont transmettre des informations sur l'état des cellules exocrines et endocrines, des enzymes digestives, etc.
Quant au quatrième rameau, il va s'étendre vers l'intestin grêle avec comme principal relais des communications entre notre microbiote et notre cerveau. Et le dernier organe à être innervé par le nerf vague est double, il s'agit des reins avec un rôle majeur dans la gestion de la tension artérielle. Qu'est-ce que fait ce nerf vague maintenant? C'est avant tout le chef d'orchestre du corps humain. Il nous permet d'avaler, ce processus qui consiste à avaler chaque bouchée en évitant les fausses routes. Il régit les voies respiratoires et les cordes vocales, avec le contrôle de la respiration dont il peut ralentir le rythme. Il contrôle la fréquence cardiaque. Il maintient une pression artérielle optimale. Il contrôle les nombreuses fonctions hépatiques. Il active la vidange de la vésicule biliaire en liaison avec les papilles gustatives. Et il se retrouve à avoir un rôle quant aux calculs biliaires qui sont des problèmes douloureux. Ce sont toutes ces boucles d'informations qui vont lui permettre de contrôler différents fonctionnements qui vont pouvoir les éviter. Il gère les sensations de faim et de satiété. Lorsque le nerf vague fonctionne normalement, il faut moins de 15 à 20 minutes pour se sentir rassasié après un repas. Il commande la libération d'enzymes digestifs par le pancréas. Important de bien comprendre cette liaison entre nos papilles gustatives et ce pancréas avec des informations sur le contenu de ce que l'on mange, lipides, protéines, glucides, et la quantité de macronutriments contenus dans ces bouchées. Et les enzymes vont être libérées en fonction de ces informations. D'où l'idée aussi de mâcher lentement. Il régit l'activité du système immunitaire. Nous pouvons voir dans ce schéma que lorsqu'il y a un agent pathogène ou une blessure, des cytokines vont être libérées et ces cytokines vont pouvoir être détectées par le nerf vague et les informations vont être emportées vers le cerveau de manière à pouvoir renvoyer des informations par exemple vers les macrophages à travers différents neuromédiateurs comme l'acétylcholine. Et ces informations reçues par les macrophages vont leur permettre de pouvoir être une aide précise et utile aux différents problèmes constatés. Il gère aussi l'inflammation des intestins, et c'est le rôle le plus important du nerf vague. Il envoie des signaux aux cellules du système immunitaire, à l'organisme tout entier et plus particulièrement puissant à l'intestin. Ces signaux servent à calmer l'activation immunitaire et à diminuer l'inflammation quand c'est nécessaire. Il relaie les informations du microbiote intestinal. C'est essentiel et important à comprendre. Nous pouvons nous brancher sur notre intestin et sur tout ce qui s'y passe. Nos fringales, par exemple, ne sont souvent qu'une liste de commissions en provenance de notre microbiote intestinal, indiquant les glucides, les sucres ou les graisses dont il a besoin. Vous pensiez que vos fringales étaient dans la tête? Eh bien, il y a des chances qu'en réalité, elles proviennent de vos bactéries qui vivent dans vos intestins. Surprenant, n'est-ce pas? Il nous permet aussi de produire des souvenirs. Des recherches récentes ont montré que la présence de bactéries intestinales était nécessaire au développement et à la maturation du système nerveux entérique, ainsi qu'à celle du système nerveux central. Un esprit embrumé est un indicateur d'inflammation cérébrale causée par une barrière hémato-encéphalique ne fonctionnant pas parfaitement et par conséquent d'un mauvais fonctionnement de la paroi intestinale appelée hyperperméabilité intestinale. Le chapitre suivant nous parle du fonctionnement multitâche du nerf vague. Il faut savoir que 80% des influx transmis par le nerf vague sont envoyés depuis les organes vers le cerveau. Il nous parle du rôle de la myéline qui permet d'accélérer les signaux nerveux et nous détaille différents fonctionnements physiologiques un peu plus précis dans cette partie. La deuxième partie du livre nous explique les dysfonctionnements constatés quand le nerf vague ne fonctionne plus correctement. La première partie concerne la respiration, un des sujets les plus importants. Et une des raisons les plus fréquentes de la mauvaise signalisation vagale, c'est une mauvaise respiration. Des recherches récentes ont montré que les mouvements répétitifs et l'entraînement musculaire avaient un effet plus important sur les voies de signalisation neuronale que sur les muscles eux-mêmes. Ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que nous pouvons exercer nos nerfs et transmettre des signaux plus efficacement et améliorer leur fonctionnement. On y pense beaucoup pour nos muscles, mais on y pense beaucoup moins, voire pas du tout, pour le fonctionnement de nos nerfs. Autre conséquence d'une mauvaise respiration, on contrôle beaucoup moins bien son niveau de stress. Et un mauvais fonctionnement des voies respiratoires entraîne une mauvaise respiration. Et quand on parle de voies respiratoires, on parle des voies nasales, le nez et les fosses nasales, le pharynx, le larynx et la trachée. Une des sources de problèmes sont les mauvaises postures. Que ce soit un smartphone ou un ordinateur portable, quand on est assis, on risque d'avoir une colonne thoracique trop courbée, une colonne lombaire qui effectivement devrait plutôt être étirée vers le haut. Et tous ces écrans nous entraînent vers des postures inadaptées.
Donc mettons ces objets plutôt hauts, plutôt à hauteur des yeux, qui nous permettent d'avoir une colonne plutôt étirée. La problématique aussi de l'apnée du sommeil, avec une obstruction des voies respiratoires quand on dort, et l'auteur a constaté dans sa pratique que c'est la plupart du temps un dysfonctionnement du nerf vague, et que ce problème affecte plus souvent les personnes qui respirent par la bouche. L'être humain est fait pour respirer par le nez. La bouche a assez faire de parler et de manger. Laissons la respiration au nez. Puis nous parlerons de la digestion qui se passe mal. Manger trop vite, ça parle souvent à beaucoup de monde. Mais quel est l'impact? La réponse est complexe, mais elle devient évidente quand on comprend l'importance du déroulement d'une séquence de la digestion. Une séquence digestive optimale dure environ 16 à 20 heures, de l'ingestion des aliments à l'élimination des déchets. Si la digestion se déroule trop rapidement, moins de 10 heures, il existe un risque élevé de malabsorption des nutriments. A l'inverse, lorsqu'elle est trop lente, elle est associée à une accumulation accrue de toxines. On parle aussi de SIBO quant aux proliférations bactériennes. Il faut savoir que si le bol alimentaire ne progresse pas assez vite et dans la bonne direction, des bactéries peuvent se développer et refluer dans la direction opposée. Là encore, cela indique que les signaux transmis par le nerf vague sont trop faibles. Quant à l'alimentation, quel est son impact sur le nerf vague? Il nous dit que la recherche n'a pas trouvé un régime en particulier qui soit meilleur pour le nerf vague. Il va par contre faire un certain nombre de recommandations et montrer comment des mauvais choix alimentaires peuvent empêcher le nerf vague de fonctionner correctement. Les principaux coupables sont une alimentation industrielle ultra transformée, avec comme conséquence des déséquilibres du microbiote intestinal par dysbiose. De nombreuses recherches ont montré qu'en stimulant le nerf vague, on réduit l'inflammation, due entre autres au LPS, les lipopolysaccharides, connus pour être capables de détruire les jonctions serrées des intestins. Le mode d'alimentation que l'on choisit peut inverser l'inflammation causée par les LPS et contribuer à améliorer le fonctionnement du cerveau et des différents nerfs, dont le nerf vague lui-même. Manger des aliments vrais, en quantité modérée, et privilégier des aliments d'origine végétale. Il indique 75% de quantité par exemple. Suivez également cette règle toute simple, vert, propre, sous-entendu bio ou du jardin, et maigre, en évitant les graisses saturées animales. On parle bien sûr des produits chimiques dans nos assiettes, avec notre glyphosate présent de plus en plus et très perturbant pour tout ça. Le réflexe de satiété. Que se passe-t-il avec un microbiote déséquilibré? De nombreuses recherches ont montré qu'une importante proportion des effets du microbiote intestinal sur les fonctions cérébrales dépendent fortement de l'activation du nerf vague. Il nous explique en détail, et je vais faire court, toutes les rétroactions qu'il peut y avoir entre les parties intestinales avec son microbiote et toutes les informations qui vont pouvoir transiter vers le cerveau à travers notre intestin. Parlons maintenant d'inflammation chronique et d'activation immunitaire. La génétique joue un rôle dans le risque de développer une maladie auto-immune, mais les gènes ne font que poser un cadre. La principale raison de l'apparition de ces maladies sont les nombreux déclencheurs environnementaux. De nombreuses recherches ont montré que les gènes ne déterminent qu'un tiers du risque de développer une de ces maladies, contre 2 tiers pour les facteurs environnementaux. Le nerf vague a pour effet de ralentir l'inflammation et de la maîtriser. Mais un nerf vague qui reçoit des messages d'inflammation récurrents sur une longue période va perdre progressivement cette capacité. On parlera aussi d'inflammation due à des traumatismes physiques et émotionnels. Le traumatisme émotionnel n'est pas le déclencheur de l'inflammation, mais un traumatisme émotionnel installe la personne dans un état qui va amplifier l'effet d'un traumatisme physique lorsque celui-ci se produit. Parlons du cœur maintenant et de la fréquence cardiaque. Plus on est calme, plus la fréquence cardiaque est basse, c'est évident. Et plus notre cœur bat lentement, plus notre espérance de vie est grande. On peut en déduire qu'un nerf vague tonique et en bon état de fonctionnement étant associé à une fréquence cardiaque plus lente, l'est donc aussi à une espérance de vie naturelle plus longue. Il faut savoir qu'après un événement stressant, la fréquence cardiaque doit se normaliser rapidement et la respiration ne doit pas rester longtemps superficielle. Quant au malaise vagal, qui est un trouble majeur provoqué par un système nerveux sympathique peu actif et un nerf vague hyperactif, la conjonction d'une activité sympathique faible et une hyperactivité vagale se traduit par cette forme bénigne d'évanouissement, signe d'un certain déséquilibre du système nerveux autonome. Les causes les plus courantes sont liées à l'état de santé immunitaire et métabolique de la personne. Quand les cellules du système nerveux ne disposent pas assez de nutriments adéquats pour générer les actions métaboliques saines, ou
font face à une forte présence de toxines dans l'organisme, elles ne sont pas en mesure de fonctionner assez rapidement et correctement. Parlons du foie maintenant. Chaque seconde, notre foie effectue des centaines de tâches, dont la détoxification du sang, qui se déroule suivant 3 phases qui sont détaillées dans ce livre. Ici, je ferai très court. On va surtout voir l'aspect micronutriments assez essentiel, puisqu'effectivement, dans la phase 2, nous aurons des principes qui seront plus réactifs et plus gênants pour notre corps. Et ce sont tous ces nutriments qui vont nous permettre de raccourcir et d'améliorer cette phase pour éviter d'avoir une trop grande stagnation de ces produits très réactifs. Donc en résumé, lorsque le foie dispose de suffisamment de nutriments, les dérivés réactifs de l'oxygène subissent toutes les réactions nécessaires et seront solubles dans l'eau et pourront être limités. Là encore, le nerf vague permet de faire les différentes mesures et les différentes boucles de rétroaction. Parlons du stress chronique. Une citation de Hans Selye qui dit « Ce n'est pas le stress qui nous tue, c'est la réaction qu'il suscite en nous. » Lorsque notre organisme est soumis à un stress chronique de faible intensité, il finit par ne plus être en mesure d'activer les processus nécessaires du nerf vague. Avec le temps, cet état sympathique de faible intensité va entraîner une diminution de l'activité parasympathique et par ricochet, un accroissement de l'inflammation, une diminution de l'activité des cellules immunitaires, une mauvaise digestion, une baisse de l'efficacité des processus corporels de détox et toutes sortes d'autres problèmes de santé. Parlons du sommeil maintenant. Le nerf vague doit s'entraîner pour fonctionner de façon optimale. Et cet entraînement, le nerf vague, c'est ce qu'il fait pendant les stades 3 et 4 du cycle du sommeil. C'est le sommeil réparateur profond qui permet de bien entraîner le nerf vague. Donc encore toute l'importance de cette nuit et de ce sommeil. C'est pourquoi il est essentiel de se coucher au bon moment et dans l'idéal, il faudrait dormir la durée que l'on sait nécessaire pour notre repos, souvent constaté pendant la période de vacances par exemple. Il est donc important non seulement de choisir les bons aliments, mais aussi de les manger lorsqu'il fait encore jour et que notre organisme est suffisamment bien éveillé pour bien les digérer. Même si en hiver ce n'est pas toujours simple, manger tôt restera toujours une bonne solution. Puis nous parlons du manque d'interaction sociale. Nous avons tous besoin de liens sociaux. Des interactions en chair et en os sont extrêmement importantes pour notre santé. Une étude a montré que la variabilité de la fréquence cardiaque diminuait chez les personnes déprimées ou qui ont peu d'interactions sociales. Justement, nous arrivons dans la 3e partie pour voir comment activer notre nerf vague et nous allons commencer à parler de comment mesurer son fonctionnement avec la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est le meilleur moyen pour mesurer le fonctionnement du nerf vague. Et cette variabilité de la fréquence cardiaque, c'est la mesure en millisecondes du temps qui s'écoule entre 2 battements de cœur. Et on peut voir qu'effectivement, ce temps n'est jamais le même. Quand on sait qu'un cœur bat à 60 battements par seconde, ce n'est pas divisé par 60 le temps entre chaque battement. C'est un temps qui va être variable. Et le fait que cet intervalle entre 2 battements cardiaques varie ou non, et de combien il varie, est un indicateur important de la santé cardiovasculaire et du système nerveux autonome. Plus le nerf vague est actif, plus la fréquence cardiaque est basse, et plus le temps qui s'écoule entre 2 battements cardiaques sera variable. Donc on doit avoir une variation importante à chaque fois, et c'est ça un signe d'un bon fonctionnement. Je vous renvoie ici vers ma vidéo démonstration de la cohérence cardiaque, où effectivement on peut mesurer les effets avec certains appareils de ce battement et de cette variabilité cardiaque. Une autre mesure est la fréquence cardiaque au repos et après l'effort. La fréquence cardiaque au repos nous indique très simplement si notre corps fonctionne de façon satisfaisante. En général, chez un sujet en bonne santé, la fréquence cardiaque optimale devrait être de l'ordre à 50 à 70 pulsations par minute. Après une activité physique, il est important de mesurer à quelle vitesse notre fréquence cardiaque retrouve son rythme de repos. On sait qu'au fil du temps, les activités sportives de haute intensité font baisser la fréquence cardiaque au repos et qu'un entraînement régulier est lié à un temps de récupération plus court. Le fait d'avoir besoin de beaucoup de temps pour récupérer après une séance d'exercice est le signe d'une mauvaise santé cardiovasculaire, mais aussi d'un tonus vagal insuffisant, puisque la signalisation vagale joue un rôle clé dans le ralentissement de la fréquence cardiaque. On peut aussi tester la respiration, bien vérifier que l'on respire par le ventre en posant tout simplement une main sur le ventre. On peut tester le temps de transit intestinal avec par exemple le test des graines de sésame. Nous arrivons maintenant aux exercices pour activer notre nerf vague. On va pouvoir l'entraîner. Déjà des exercices respiratoires.
De multiples recherches ont montré que la pratique d'une respiration lente est un moyen très efficace pour améliorer la variabilité de la fréquence cardiaque. Et nous avons ici bien sûr la cohérence cardiaque qui est le premier exercice très simple sur 5 minutes pour pouvoir avoir une respiration calme et posée. Et tout ça c'est prouvé. Là encore, je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet pour pouvoir vous entraîner régulièrement. Quant à notre respiration durant notre sommeil, près d'un tiers de nos respirations sont prises pendant que nous dormons. Donc c'est vraiment essentiel. Et nous avons tendance à retomber dans de mauvaises habitudes respiratoires lorsque nous dormons. Soit des apnées, soit des ronflements. Lorsque nous cessons de respirer par le nez et que nous nous mettons naturellement à respirer par la bouche, nous allons avoir une respiration qui va se dégrader. Cela pourra entraîner progressivement une obstruction des voies nasales, un écoulement post-nasal et une augmentation des réponses histaminiques du type allergie saisonnière. Lorsque nous respirons par la bouche, il est beaucoup plus difficile d'utiliser notre diaphragme, tandis que lorsque nous respirons par le nez, cela se fait tout seul. Des études menées sur la variabilité de la fréquence cardiaque ont montré que le fait de respirer par le nez améliore la fonction du nerf vague. Une des solutions pour pouvoir mieux respirer par le nez la nuit est de mettre un collant sur la bouche, tout simplement. Cela peut paraître étrange, mais c'est une très bonne méthode expliquée par différents auteurs. Ils nous donnent beaucoup de conseils pour retrouver un sommeil réparateur, comme par exemple d'éviter les lumières bleues le soir. Donc tous les écrans, tous les émetteurs de lumière bleue doivent être éteints suffisamment tôt. On va pouvoir s'orienter vers des livres plutôt en papier. Éteindre nos appareils électroniques la nuit, éviter de manger, de boire trop tard le soir, dormir dans un espace agréable, des choses qu'on retrouve souvent par ailleurs. Mais aussi dormir sur le côté. Les niveaux de variabilité de la fréquence cardiaque ont été montrés dans des études meilleurs quand on dormait sur le côté. Il nous parle aussi de l'exposition au froid comme un très bon moyen pour activer notre système nerveux sympathique et qui aura pour effet sur le long terme d'activer notre système nerveux parasympathique avec une stimulation positive globale du nerf vague et aussi une action fortement anti-inflammatoire sur l'organisme tout entier. Donc l'exposition périodique au froid, c'est un des meilleurs moyens de stimuler et de guérir un nerf vague dysfonctionnel. Bien sûr, toutes ces expositions au froid devront être adaptées aux capacités de chacun, avec comme objectif, pendant ces courtes durées, qui va être de contrôler sa respiration, en faisant des respirations aussi profondes que possible et abdominales, et le tout avec le sourire, histoire de garder le contrôle sur soi. D'autres techniques, le chant, chanter ou fredonner, va être intéressant via le larynx pour stimuler le nerf vague. Il y a le home, bien connu, qui va nous faire des vibrations dans la partie du larynx, qui pourra être n'importe quel type de vibration que l'on peut faire tranquillement quelques fois par jour. On peut aussi stimuler le réflexe pharyngé, tout simplement quand on se brosse les dents en touchant légèrement les parties réactives au fond du palais qui vont pouvoir déclencher ce signal. Les gargarismes aussi, bien connus avant, vont être une manière de stimuler le nerf vague et on peut le faire avec suffisamment de vigueur jusqu'à ce que les larmes nous montent aux yeux. Le yoga ou le pilate, la pleine conscience, la méditation, le rire avec le lien social, la musique, tout ça va aider le nerf vague à mieux fonctionner. Au niveau des choix alimentaires, il nous cite 2 ouvrages, La meilleure façon de manger, et aussi Halte aux éléments industriels ultra transformés, dont je vous renvoie vers ma vidéo de résumé. Et on peut aussi utiliser des aliments qui vont favoriser la production d'acétylcholine, en n'oubliant pas que ce nerf vague a aussi besoin de repos, donc le jeûne intermittent est aussi une solution qui va dans le bon sens. Bien sûr, l'activité quotidienne est essentielle, bouger suffisamment, de préférence en faisant en sorte d'élever sa fréquence cardiaque par une augmentation du stress corporel sur une courte durée, va améliorer le fonctionnement du nerf vague. L'approche étant aussi qu'en activant nos muscles, en incitant notre corps à faire quotidiennement des choses qui le stressent, positivement, nous permettons de lui apprendre à récupérer rapidement de ce stress. Nous avons aussi l'exposition à la lumière du soleil, qui est assez intéressant. On retrouve encore ce conseil. Sortons dehors, exposons-nous à la lumière du soleil. L'exposition à la lumière pendant la journée est directement liée à l'amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque. Il nous parle aussi des compléments alimentaires en nous donnant des avis généraux et nous invite plutôt à consulter des praticiens de santé. Dans un chapitre, il nous parle des méthodes passives comme l'acupuncture, l'auriculothérapie, les massages, la réflexologie plantaire, la mobilisation viscérale ou la chiropraxie. Enfin, il arrive aux conclusions suivantes. Il nous parle des stratégies présentées dans cet ouvrage comme étant
très utile pour pas mal de lecteurs. Ils auront des effets significatifs pour améliorer considérablement leur niveau d'énergie, leur digestion, leur taux d'inflammation et leur douleur. Et pour d'autres, elles constitueront peut-être une première étape vers une évolution plus vaste. Ils nous invitent donc à prendre un moment pour nous engager ici et maintenant, pour nous sentir responsables de toutes ces connaissances qui sont maintenant les nôtres, qui vont nous permettre de nous améliorer. En annexe, on va retrouver un tableau qui va synthétiser tous les conseils pour les entraînements. Il y a une bibliographie très fournie avec 102 références de livres ou d'études qui appuient les dires de l'auteur. J'en arrive à mes conclusions personnelles. Ce livre est très intéressant de par son approche physiologique, un peu plus de compréhension, qui va nous permettre de mieux comprendre pourquoi faire ci ou pourquoi faire ça. C'est toujours utile, je trouve, de savoir l'effet quand on nous conseille de faire quelque chose. Et oui, les nerfs s'entraînent, on est un peu trop polarisé par nos muscles, qui d'ailleurs, sans nos nerfs, ne pourraient pas faire grand-chose. Donc oui, effectivement, ce nerf vague peut s'entraîner comme beaucoup d'autres nerfs, et nous avons vu ici pas mal de conseils pour pouvoir l'entraîner. Car ce nerf vague, c'est le principal, le plus long, avec 80% des informations qui vont des organes vers le cerveau, et on assure tellement de fonctions essentielles, digestives, cardiaques, immunitaires, et communication entre notre microbiote et notre cerveau. Donc toutes ces techniques qui vont ménager notre nerf vague sont essentielles. On peut déjà commencer par ça, avant de penser à en rajouter et à l'entraîner, déjà le ménager. Et ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve la plupart des conseils naturopathiques hygiénistes que l'on peut voir par ailleurs. Et bien sûr, les petits entraînements cités sont très utiles. On peut vraiment retenir des choses très simples comme les gargarismes, le chant, ou les stimulations des zones pharyngées lors des brossages de dents par exemple. Et la respiration, n'oublions pas cette respiration. On peut la contrôler régulièrement, on peut l'entraîner, cohérence cardiaque entre autres. Et au passage, on peut noter l'approche de la médecine fonctionnelle qui est beaucoup moins symptomatique et plus axée sur une compréhension globale de chaque individu que la médecine en général. Vous pouvez rejoindre cette chaîne à la fois pour la supporter, mais vous trouverez aussi un complément de ce livre sur lequel je vais détailler un peu plus tous les moyens d'entraînement. Voilà pour le résumé de ce livre.